Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous parler de ce qu'on utilise, de nos outils finalement pour regarder le ciel. Parce qu'il faut bien le dire, pendant longtemps on a utilisé l'œil, qui est pas mal, hein, faut reconnaître, notamment par exemple au niveau sensibilité. C'est vrai qu'on peut travailler dans la pénombre, on peut travailler en plein soleil, ça pose pas trop de problèmes. Maintenant, maintenant on ne peut pas intégrer pendant longtemps parce que la rétine, typiquement, c'est en moyenne 15 fois par seconde le renouvellement de l'image. Donc, bon, on ne peut pas faire des pauses très longues. Et puis, au niveau résolution, ça dépend en fait de la taille de votre pupille. Et voilà, l'œil n'est pas extensible et donc on n'arrive pas à avoir une résolution qui soit extraordinaire. Si une voiture est à plus de 4 km, vous ne saurez pas distinguer les deux phares comme deux lampes séparées. Donc, on peut mieux faire et pour ça, en fait, il faut utiliser autre chose que l'œil. Et c'est une idée qui est quand même assez ancienne. Pourquoi ? Parce que très rapidement, même dans l'Antiquité, on a remarqué qu'il y avait des morceaux de verre qui étaient capables de faire des trucs un petit peu bizarres, grossir les objets quand on regardait à travers eux, ou même enflammer. Hein, on connaît la fameuse histoire de ce brave Archimède qui enflamme la flotte, mais de manière générale, c'est même pour des choses plus petites, on savait que ça fonctionnait. Et la raison qui est derrière, c'est tout simplement une question de déviation des rayons lumineux. Et donc, voilà, quel que soit le type de déviation qu'on pouvait faire, ces trucs-là déviaient la lumière et permettaient de faire des trucs un petit peu bizarres. Et donc pour des lentilles, typiquement les lentilles qu'on avait à l'époque étaient des lentilles comme ça, c'est pour ça que ça s'appelle une lentille, hein, à cause du légume. C'est beaucoup plus facile en fait à faire des lentilles comme ça que des lentilles comme on fera plus tard, qui ont la concavité dans l'autre sens. Voilà, disons l'un fait converger les rayons, l'autre fait diverger. Et on a commencé par ceci, de cette forme-ci, ou alors complètement rond ou hémisphérique. Alors ça a été utilisé, on a commencé à les utiliser à la fin du Moyen-Âge en fait. Alors, sous forme de loupe ou de pierre à lire. Les pierres à lire, c'était justement des demi-sphères que vous posiez sur les livres. Alors, au départ, ça n'a pas tellement été fait pour regarder, mais en tout cas regarder quelque chose comme un livre. Ça a été beaucoup utilisé à partir du XIIe siècle pour les reliquaires. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que chaque coin ait sa relique, et certaines des reliques étaient petites, alors pour les faire plus grandes, en fait, on a commencé à introduire pas mal de lentilles à ce moment-là, et il se fait que c'est aussi un moment où les techniques verrières vont s'améliorer, et donc on commence à avoir soit des lentilles en cristal de roche ou en verre qui sont fonctionnelles, on va dire. Et donc au départ, on les fait pour des reliquaires, et puis un petit peu après, on se rend compte que finalement, ça peut servir à autre chose que de regarder des reliques, et donc on commence à les utiliser comme lunettes ou comme loupe. Si vous regardez certaines représentations du Moyen-Âge, vous avez simplement les gars qui regardent à travers une loupe, parce qu'ils n'ont pas justement les deux verres. Ça, ce sont des représentations qui sont légèrement plus récentes, en fait. Alors, évidemment, il n'y a pas d'optique au sens formel comme aujourd'hui, et donc les choses sont assez simples. Les gens se disent, voilà une pierre à lire qui grossit 3 fois. Si j'arrivais à en mettre 2 l'une sur l'autre, 3 fois 3, ça fait 9. Si j'en rajoute une, 3 fois 3 fois 3, et puis encore une. Et donc il y a un certain nombre de gars qui vont se dire, il suffit de les mettre l'une sur l'autre, et on va pouvoir avoir des grandissements terribles, on va pouvoir regarder les gens qui vivent sur la Lune. Oui, parce que dès le départ, ce qu'ils veulent faire avec, c'est regarder le ciel. Regarder les autres planètes, regarder la Lune, regarder ce genre de choses. Clairement, dès le départ, on part avec l'idée d'observer le ciel. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire à cette époque-là ? Tout simplement parce que le verre est mauvais, le cristal de roche, il est bien, mais il n'est pas parfait non plus. Et donc, une lentille, ça marche, on arrive encore à voir. Si vous en mettez 2 l'une sur l'autre, on ne voit plus rien, quoi. C'est tellement la lumière est absorbée, c'est très mauvais. Donc, il va falloir attendre un petit peu. Et il va falloir attendre, en fait, jusqu'en 1608, le 2 octobre exactement. Ce que vous voyez là, c'est une demande de brevet par un certain Hans Lippershey. Hans Lippershey est un opticien hollandais, et dans sa demande de brevet,
il explique en fait qu'il a inventé un appareil qui permet de voir les choses lointaines, comme si elles étaient près. Il s'agit donc de la lunette, la longue vue, appelez-la comme vous voulez. Alors, il était, Lipperé, dans un petit village bourré d'opticiens. Et donc, quand à La Haye, on a reçu la demande, ils ont fait une enquête, et d'autres personnes sont arrivées en disant « bah non, finalement, moi je sais le faire aussi, et moi je sais le faire ». Et bon, conclusion, la controverse a commencé en fait à enfler, et le brevet a été refusé. Okay. Le gouvernement hollandais, pour quand même que le Lipperé ne rouspète pas trop, lui a passé commande d'un certain nombre de lunettes. Il y en a une d'ailleurs qui s'est retrouvée en Belgique, puisqu'elle a été offerte à l'archiduc Albert, et il existe une toile de Bruegel où on voit l'archiduc Albert qui observe son château de Marimont avec cette lunette-là. Alors, donc le dépôt de brevet a été rejeté. Il faut savoir aussi que c'était quand même assez facile à faire. Bon, en gros, c'est 2 tubes, un qui coulisse dans le premier, et 2 lentilles, une à chaque bout. C'est quand même pas extraordinaire. Tout le truc était simplement diaphragmé parce que les bords étaient pas très bons, mais globalement, c'est 2 tubes qui coulissent, quoi. Donc c'est pas extraordinaire. Donc le brevet est rejeté, mais ce qui se passe aussi, c'est qu'au départ, les Hollandais, qui sont en pleine guerre d'indépendance, auraient bien voulu garder le secret pour eux. Sauf qu'en octobre 1608, il y a une grande assemblée, en fait, à La Haye, une assemblée avec toutes les puissances internationales, toutes les puissances extérieures. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir essayer de décider de l'indépendance des Pays-Bas, enfin Pays-Bas actuels. Et évidemment, quand le truc arrive, c'est vraiment le coup de tonnerre, quoi, et tout le monde veut l'avoir. Et donc, il y en a même, par exemple, les Français vont débaucher un opticien hollandais et des trucs comme ça pour essayer de savoir ce que c'est ou acheter les trucs. Enfin, ça va être la foire. Et conclusion, les Hollandais ne pourront pas garder le secret. Et donc, les appareils vont être en vente dès avril à Paris, en mai à Milan et en août à Venise et à Naples. Donc, ça va se répandre comme une traînée de poudre. Vous remarquerez qu'il y a un nom que je n'ai pas cité jusqu'ici. Et c'est normal parce que ce n'est pas lui qui a inventé cette fameuse lunette. Et d'ailleurs, il ne le prétend pas lui-même, en fait. Il dit clairement dans des lettres et dans des écrits, comme ici, il y a 10 mois, un rapport atteint mes oreilles qu'un certain Belge, bon, la géographie du Nord n'est manifestement pas son fort, avait construit une longue vue par laquelle les objets, quoique très distants, étaient aussi distincts que s'ils étaient proches. On lui a confirmé et il va, évidemment, vu que c'est quand même, je vous ai dit, c'est facile, c'est 2 tubes avec 2 lentilles, il va le refaire et lui possède évidemment un avantage, c'est que lui est à l'université de Padoue qui dépend de la République de Venise, et qu'est-ce qu'il y a à Venise? Une merveilleuse verrerie à Murano. Et cette verrerie-là a un verre particulièrement bon. Ce n'est pas Galilée qui va faire les lentilles, d'ailleurs, il va les commander. Et c'est grâce à ces lentilles-là qu'il va pouvoir commencer à travailler. On possède encore certaines de ces lentilles au musée de Bologne, si jamais ça vous intéresse. Controverse évidemment pour savoir qui a fait la première, ça continue encore de nos jours. On a tout un ensemble de gars qui vont dire qu'ils l'ont fait avant les autres, d'autres vont dire oui mais ça vient d'Espagne, ça vient de ceci, enfin il y a 36 000 versions, mais le seul truc qui est certain c'est cette fameuse demande de brevet, d'accord ? Le reste, bon il y a beaucoup de discussions, mais voilà. Donc, peut-être pas hollandais, peut-être espagnol ou italien, c'est possible, mais toujours est-il que, voilà, a priori, la Hollande, on en est sûr, le reste est beaucoup moins certain. Évidemment, quel est le but de la nouvelle invention? Comment Lipperé va le vendre? C'est évidemment comme une arme de guerre pour pouvoir voir l'ennemi arriver. C'est à ça que ça sert, ça permet de voir des objets lointains comme s'ils étaient proches. Et donc, la première idée va être de le vendre aux dirigeants. Ça sera d'ailleurs la première idée de Galilée aussi. La première lunette qu'il va faire, il va aller voir le Doge et lui dire hey, « Coucou, j'ai un nouvel instrument, machin, tout ça ». Et le Doge sera très content puisque c'est comme ça que Galilée obtiendra son premier CDI. Donc, voilà. Avec doublement de salaire, je vous rassure, parce que c'est toujours mieux. Donc ça rapporte, clairement. Mais souvenez-vous que dès le départ, dans les écrits de Bacon et d'autres, on a cette idée que si on multiplie les lentilles, on va pouvoir regarder le ciel. Et donc cette idée, évidemment, elle est toujours là, on l'a répétée suffisamment de fois, et donc les premiers à observer le ciel, les premiers à avoir une lunette, vont clairement à un moment la tourner vers le ciel.
la même lunette que celle de Lippershey, sans aucun changement. Galilée n'a rien inventé. La lunette de Galilée, c'est la lunette de Lippershey. Alors, le premier dont on a trace pour les observations, c'est celui-ci. Vous remarquerez que ce n'est pas la tête de Galilée, c'est normal, c'est pas lui. C'est un certain Thomas Harriot. Ce Thomas Harriot est un Anglais, et c'est lui qui va être le premier à observer la Lune et à observer le Soleil. Vous remarquerez ces petites taches et les cratères sur la Lune. Donc il va observer plusieurs mois avant Galilée. Il faut savoir qu'il y a eu un rapport d'observation avant. Il y a un rapport qui existe à l'automne 1608 en Hollande, de quelqu'un qui a tourné une de ses lunettes vers le ciel et qui a observé qu'il y avait beaucoup d'étoiles, des étoiles qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu. Mais le rapport est anonyme, donc c'est un petit journal hollandais qui dit que si on tourne vers le ciel, on voit ça, mais on ne sait pas qui l'a fait. Donc on n'a pas de nom. Mais en tout cas, à partir de la mi-1609, on a ce rapport très clair de Thomas Harriot, sachant que Thomas Harriot n'a pas publié, pour une raison bien simple, c'est que, disons que, la situation anglaise était un petit peu tendue, qu'il n'était pas du bon côté et qu'il était tranquille dans un château où il se planquait. Et donc il discutait encore avec quelques copains, c'est comme ça qu'on a trace de ses observations, mais surtout, rester dans son coin et ne pas faire trop de bruit. Ce qui est évidemment le contraire de ce que Galilée faisait à l'époque. Donc Galilée, lui, va faire l'observation de la Lune en automne, donc plusieurs mois après Harriot, et pour le Soleil, en fait, ils vont observer là quelques semaines de différence, et le premier, en fait, qui va publier, ça sera le troisième observateur. Ça sera Christoph Scheiner, qui sera un jésuite, et ça sera le début d'un gros problème en Italie. Alors, ces observations de la Lune et du Soleil vont arriver avec une chose importante, c'est que cette perfection qu'on annonce pour le ciel, cette perfection du ciel n'existe pas. La Lune présente des montagnes, comme la Terre, le Soleil a des taches, il n'est donc pas parfait. Donc cette idée de perfection céleste est abattue. Et ce n'est pas fini, puisque Galilée et Simon Marius, en janvier 1610, vont remarquer que Jupiter ne se balade pas seul, il se balade avec des satellites, et leur mouvement prouve, au fil des jours, qu'il y a quelque chose là qui ne tourne pas autour de la Terre. Donc on a quelque chose qui tourne autour d'autre chose que la Terre, et le ciel qui n'est pas parfait. En parallèle, on va également avoir les observations des phases de Vénus. Alors il faut quand même savoir qu'il existe des phases de Vénus chez Ptolémée, enfin dans un système ptolémaïque classique. Mais remarquez l'apparence de la Lune, donc c'est toujours un fin croissant, avec un léger changement de taille, mais toujours un fin croissance. Dans un modèle héliocentrique, les choses sont différentes, vous passez du croissant à quasiment tout qui est éclairé, et c'est effectivement ce qu'on voit. Et donc ici, ça n'est possible, ce genre d'observation, ce genre de phase, qu'on voit pour Mercure et pour Vénus, n'est possible que si Mercure et Vénus tournent autour du Soleil. On a donc deux centres de rotation en plus de la Terre. On a les lunes qui tournent autour de Jupiter et on a Mercure et Vénus qui tournent autour du Soleil. C'est un petit peu ennuyeux parce que dans la physique d'Aristote, il ne peut y avoir qu'un seul centre et le ciel est parfait. Donc toutes les observations permettent de nier, je vais dire, de mettre à bas Aristote, mais par contre ne permettent pas de prouver Copernic, même si c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que les théories coperniciennes vont être acceptées, mais il n'y a à l'époque aucune preuve que la Terre tourne, ni sur elle-même, ni autour du Soleil. Pour ça, il va falloir encore attendre plus de 2 siècles supplémentaires. Donc Galilée n'a jamais prouvé que la Terre tournait. Il l'a peut-être cru, mais il ne l'a pas prouvé. C'est d'ailleurs ce qui lui vaudra de ses ennuis, forcément. Il ne sait pas le prouver, il ne sait pas le prouver. Ça, les jésuites en sont bien conscients. Ils vont l'emmerder là-dessus. Alors, très clairement, on va comprendre assez vite que ces instruments optiques sont des entonnoirs à lumière. Nous, on récolte la lumière par, justement, notre pupille. Notre pupille, cette petite zone noire, c'est un trou, mais c'est un trou qui, même quand vous êtes vraiment dans le noir, elle n'est pas énorme. D'accord ? Ici, vous pouvez faire des lentilles qui sont beaucoup plus grandes, donc vous allez récolter plus de lumière. Ça vous permet en plus de voir des détails plus fins. Typiquement, c'est l'inverse du diamètre, donc plus c'est grand, plus vous voyez des choses fines.
Le seul petit problème, c'est que les lentilles, tout comme notre œil, ne sont pas parfaits. Il y a ce qu'on appelle des aberrations. Et le fait, par exemple, donc l'aberration chromatique, c'est le fait que la lumière va être dispersée par le verre et au lieu d'avoir toujours votre gentille petite étoile ou gentille petite planète, vous allez avoir un arc-en-ciel lumineux, ce qui est très embêtant, évidemment. Surtout si vous voulez voir des détails très fins. Et puis vous avez l'aberration sphérique. L'aberration sphérique qui, elle, fait que les lentilles qu'on sait produire à l'époque ont plusieurs foyers selon l'endroit où passent les rayons, et donc en gros, l'image est floue. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Alors comment essayer de résoudre ces deux problèmes? Il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous n'utilisez pas les bords de votre lentille, dans ce cas-là, vous perdez une partie de l'entonnoir. Soit vous passez à des focales qui sont beaucoup plus grandes. Si la focale est plus grande, dans ce cas-là, vous êtes pratiquement dans le cas parfait. Mais si vous avez une focale grande, ça veut dire que vos tubes deviennent grands. Et on passe, comme Molière le dit, à des lunettes à faire peur aux gens. Le champion, en toute catégorie, étant Hevelius, qui va nous faire une lunette qui faisait 46 mètres de long. Il ne l'a pas beaucoup utilisée, parce que vous imaginez, vous avez une lentille ici, une lentille là. La lentille, la grande lentille, elle fait moins de 10 cm. Et vous devez la viser avec un système de planche plus ou moins branlant de l'autre côté. Ce n'est pas simple. Okay. En plus, ce sont des systèmes ici, donc je vous ai dit, s'il y a des planches, il y a les cordes, et vous êtes en Pologne, c'est comme la Belgique, il fait humide, et donc au bout de la nuit, pendant la nuit, ça va bouger. Donc même quand vous faites le foyer une fois, 5 minutes après, c'est fini, vous pouvez recommencer. Solution d'Huygens. Huygens, lui, va décider, dans ce cas-là, on supprime le tube. Donc lui, il va se balader avec l'oculaire et il va déposer un petit morceau de tube avec la lentille principale et puis il essaie de viser. Alors il fait ça depuis en fait le jardin de l'Observatoire de Paris. Donc lui est dans le jardin et ça est sur le toit de l'Observatoire de Paris. Cassini va travailler de la même façon. C'est gentil, c'est mignon, mais de nouveau, de nuit, imaginez-vous, viser un truc qui fait quelques centimètres de diamètre sur le toit. Ça n'est pas extraordinairement simple. Donc, ce n'est pas pratique. Donc, autre solution qui va être proposée, c'est que finalement, le verre, certes, change la direction des rayons, mais il n'y a pas que le verre qui peut le faire, le métal peut le faire aussi, et c'est comme ça qu'on utilise tout simplement les miroirs. Donc, on peut faire aussi des instruments optiques avec des miroirs. On peut faire exactement le même genre de trajet que ce qu'on faisait avec les lentilles en utilisant des miroirs. Alors, les premières expériences officieuses, on va dire, auraient eu lieu dans la bande autour de Thomas Harriot, cette bande de copains-là, à la fin du XVIe siècle en Angleterre. De nouveau, comme ils gardaient beaucoup de secrets entre eux et qu'ils n'osaient pas trop en dire, on n'a pas de choses extraordinairement claires, mais ils travaillaient en tout cas avec des miroirs et des lentilles avant les premières observations donc, de 1609. Le seul problème, c'est que la lentille, les rayons passent devant et puis arrivent sur votre œil. Sauf que pour le miroir, les rayons arrivent et sont réfléchis vers l'arrière, ce qui est embêtant parce que si vous regardez, vous bloquez le miroir. Donc il faut trouver une solution pour ne pas bloquer, et pour ça, quelques solutions vont être proposées. Regarder de Guingamp, très mauvais pour les aberrations, ou mettre un deuxième miroir. Le premier à le proposer, c'est Marin-Mersenne, mais ce sont les deux solutions de Grégory et Cassegrain qui sont en fait les seules solutions faisables, parce que les rayons convergent, contrairement à chez Mersenne, ils restent parallèles. Et donc ces deux configurations-ci sont les configurations, je vais dire, actuelles. On travaille toujours avec des configurations qui sont quasiment des Cassegrain. Mais ce ne sont pas des configurations qui sont faisables à l'époque. Quand on fait son miroir, on peut certes le rendre un petit peu sphérique, un petit peu paraboloïde, mais pour faire cela, vous avez besoin d'hyperboles et d'ellipsoïdes, et ça, c'est pas possible. Ça va être très très compliqué. On va commencer à pouvoir faire les premiers à la fin du XVIIIe. Et donc, voilà, ce sont des propositions théoriques. La seule proposition réelle, pratique, ça sera Newton qui va faire son télescope de type Newton, où lui, il fait un bête miroir sphérique avec un bête miroir plat. Et ça, c'est faisable. Lui est persuadé que le verre va toujours faire des réfractions et donc on ne saura jamais améliorer les lunettes. Donc lui, il dit l'avenir, c'est d'utiliser des miroirs.
Il a une configuration faisable qu'il va produire, qu'il va montrer à la Royal Society, et puis une fois qu'il l'a montré à la Royal Society, il la prend, il la met dans son armoire, et il n'en fait rien. C'est une expérience de physique, c'est très sympa, mais voilà, il ne lui est pas venu à l'idée de le tourner vers le ciel. Pourquoi? Lui, il était arrivé à ce qu'il voulait faire, sa petite expérience d'optique, et puis c'est bon. Il y en a d'autres qui vont quand même s'y mettre, et donc le premier, ça va être à la fin du XVIIIe, William Herschel, qui au départ est un musicien, qui va vouloir observer. Il va emprunter des lunettes, il trouve que c'est pas pratique parce que le tube est trop long, tout ça, ça ne va pas. Et il commence à vouloir un télescope, mais c'est trop cher, donc il va le faire lui-même. Il va commencer par un 15 cm de diamètre, 2 mètres de long, avec lequel il va découvrir une nouvelle planète, Uranus, ce qui va lui permettre d'abandonner son travail de musicien et de devenir astronome à temps plein, avec un salaire moindre, mais bon. Et là, il va voir grand, puisqu'il va faire un télescope de 48 cm de diamètre, 6 mètres de long, et puis un 1,2 m de diamètre, 12 mètres de long. Lui qui ne trouvait pas les lunettes pratiques, se retrouver avec un machin de 12 mètres, vous imaginez, c'est pas pratique du tout. Herschel n'est pas quelqu'un qui va faire dans le délicat, hein, donc ces tubes, il va simplement les mettre sur une espèce de machin ici, vous voyez, à roulette, on peut le tourner comme ça, et puis il y a un système de poulies pour lever ou descendre le tube. C'est pas quelque chose d'extraordinairement pratique, mais ça fonctionne. Ce sont donc des miroirs en métal. Okay, miroirs en métal, c'est bien. Ce sont des miroirs typiquement en étain. Qu'est-ce qui se passe si vous laissez de l'étain à l'air libre? Et vous vous retrouvez avec du verre de gris. Et donc, typiquement, vous devez renettoyer, repolir régulièrement vos miroirs, ce qui n'est évidemment pas une bonne idée. C'est compliqué, et donc William Herschel, par exemple, celui-ci, le tout grand, le 12 mètres de long, il ne va quasiment jamais l'utiliser. C'est trop compliqué. Par contre, l'autre, il va beaucoup l'utiliser, c'est avec celui-là qu'il va faire son catalogue de nébuleuses avec sa sœur. Le seul qui va faire plus grand, ça sera donc William Parsons, qui lui va amener le côté, on est au 19e, il va amener un côté amélioration technique, sécurité déjà, ce que Herschel n'avait pas. Il va réfléchir à la façon de refroidir le miroir en métal, donc il transforme ses paysans en forgerons, on va dire. Il va faire des prototypes de miroirs ultra légers qui seront repris après, mais qui n'est pas possible de faire physiquement à cette époque-là. Il a énormément de choses qu'il va faire, mais notamment, par exemple, utiliser la machine à vapeur pour polir le miroir. Essayer de ne plus avoir quelque chose, on va dire, de subjectif. Essayer vraiment d'avoir quelque chose qui fonctionne le mieux possible. Et il va atteindre 1,83 m dans un télescope qui sera bien connu. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. Énorme télescope, mais lui pense à la sécurité, et donc son télescope est bloqué dans la direction méridienne, direction nord-sud. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça lui permettra quand même de découvrir la structure spirale de certaines nébuleuses, dont il s'avérera par la suite que ce sont des galaxies. Okay. Alors, ces télescopes, ce sont surtout des amateurs qui vont les utiliser. Donc on a Herschel, on a Lord Rosse. Le dernier qui va faire des avancées techniques, c'est Lassell. Son télescope n'est pas énorme, il est plus petit que celui de Parsons, mais par contre, regardez l'allure qu'il a. La monture est une monture équatoriale qui permet de suivre le ciel avec un seul mouvement, et d'autre part, le tube est ouvert, ce qui permet d'éliminer la turbulence. Et autre innovation, c'est ceci. Il va à Malte. Lui se rend compte, parce que Parsons, il était en Irlande, hein. Lui se rend compte que ce qu'il faut, c'est avec un bon télescope, c'est un bon ciel. C'est le premier qui va se déplacer, qui va changer son télescope de place pour aller observer dans un endroit où au moins il a le ciel dégagé pendant un certain temps, ce qui n'est pas négligeable. Mais bon, il va aussi travailler sur le soutien du miroir, en fait. Donc il va apporter quelques innovations techniques extrêmement importantes. Mais malheureusement, quand on va commander le premier grand télescope public pour l'Australie, pour la colonie australienne qui a voulu un télescope, ça va être la catastrophe. Ça va être la catastrophe parce qu'on a bien une monture équatoriale, un tube ouvert, mais on le met dans un site qui est merdique, c'est-à-dire l'équivalent de l'Irlande version australienne. Le
le miroir est en métal, alors qu'on a une autre solution, mais à cette époque-là, mais ils choisissent quand même de le faire en métal. Il arrive en Australie, il se ternit tout de suite. Les gars se disent, oui, mais si on doit le renvoyer en Angleterre, ça va prendre des plombs, quoi, pour revenir. Donc ils vont le repolir eux-mêmes, ça ne va pas marcher, et donc ça va être la catastrophe. Ce télescope ne sera finalement jamais utilisé, et les télescopes seront... Enfin, la réputation, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est là qu'on va revenir tout doucement à l'idée des lunettes. Et il va y avoir plusieurs choses qui vont être importantes. Le fait que, tout d'abord, Newton s'était trompé. On est capable de trouver une solution pour l'aberration chromatique parce que tous les verres ne réfractent pas la lumière de la même façon. Et donc ça va être en fait une découverte théorique au départ par Hall et Euler. Ça va être construit. Et on va enfin résoudre le problème de l'aberration chromatique qui est l'aberration principale. Et d'autre part, il va y avoir une amélioration des techniques verrières. Alors pour le dire simplement, Pierre-Louis Guinan, qui est un Suisse, va trouver une solution très simple. Pour améliorer la qualité du verre, il faut touiller. Ça vous paraît peut-être simple, mais globalement, c'est ce qu'il va faire. Il va touiller dans le verre en fusion et utiliser uniquement le cœur et non pas l'ensemble du pot. Et grâce à ça, on arrive enfin à dépasser les lentilles de taille de 10 cm et on arrive enfin à faire de très bonnes lunettes. Et c'est comme ça qu'on va arriver dans le gigantisme avec des lunettes, comme ici la lunette de Lick, qui se fera d'ailleurs enterrer dans le pilier de sa lunette. C'est une lunette qui fait 91 cm de diamètre, donc on est déjà dans quelque chose de pas mal, mais on va faire mieux encore. À Yerkes, que vous avez ici, on va faire 1 mètre. Yerkes et Lick, vous pouvez toujours les voir. La dernière, la plus grande, c'est une parisienne, c'est très peu connu, mais on a fait une gigantesque lunette pour l'Expo universelle de 1900. Elle faisait 1,25 m de diamètre, et cette fois-ci, le tube était couché. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on avait un miroir qui orientait sur le ciel et qui permettait de faire entrer la lumière de n'importe quel endroit du ciel vers le tube. Donc c'est un petit peu une configuration un peu particulière. On a retrouvé un des doublés, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années seulement, dans les caves de l'Observatoire de Paris. Et il s'est avéré que le doublé était très bon, contrairement à tout ce qui avait circulé. Il faut savoir qu'en fait, les astronomes parisiens n'avaient pas été associés à cette expo universelle, à cette idée de grandes lunettes. Et donc, quand on leur a dit allez-y, utilisez-la, ils ont dit non, c'est mauvais, ceci. Alors qu'on a des rapports d'observation qui montrent que les observations étaient très bonnes. Mais bon, donc on a démantelé, il y a une paire de lentilles qui s'est retrouvée dans la cave de l'Observatoire de Paris, et le tube a été fondu pour faire des canons pendant la Première Guerre mondiale. Le problème, c'est que des lentilles qui font 1 mètre de diamètre, vous devez les tenir par le bord et ça fait plusieurs tonnes. Mécaniquement, ce n'est pas terrible. D'autre part, le verre absorbe. Et donc, en gros, vous avez un entonnoir qui a des fuites. Et plus vous le faites grand, plus il y a de fuites. Et donc, il y a un optimum pour récolter la lumière dans cet entonnoir. Et cet optimum est aux alentours d'1 mètre. On ne sait pas faire mieux techniquement. Donc, on va revenir, en fait, avec le télescope, avec une invention importante qui est le miroir qui n'est plus en métal. Un miroir, en fait, en verre, recouvert d'argent. Ça, c'est beaucoup plus pratique. Si l'argent se ternit, vous remplacez. C'est assez simple, c'est beaucoup moins cher que du métal. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles ça va être beaucoup mieux. Et en plus, Foucault va inventer un moyen de vérifier que votre miroir est bon. Jusque-là, on testait à peu près ce qu'on pouvait. On observait un truc. Alors, il fallait être sûr que le truc qu'on observait était bon. Et donc, par exemple, le test classique, c'était les Philosophical Transactions, et pas n'importe quel livre. Mais celui-là, on savait qu'il était bien imprimé. Et que donc, si on voyait un A, ça devait avoir la tête d'un A. S'il n'avait pas la tête d'un A, ce n'était pas un problème d'imprimeur. Okay. Certains vont commencer à chipoter, par exemple, à l'époque de Ross, ils vont regarder, ils vont faire ce test-là en cachant certaines parties du miroir pour essayer de voir s'il y a un problème, où il se trouve. Mais c'est Foucault qui, avec son Foucaultage, va permettre de véritablement voir où sont les défauts sur ce miroir. Et donc, ça va vraiment être
une énorme avancée. C'est extrêmement sensible, c'est vraiment extrêmement pratique. Bon, à l'heure actuelle, évidemment, on fait des choses un petit peu différentes, on a amélioré, mais il faut bien dire que le test de Foucault a été vraiment quelque chose qui a changé la vie des opticiens, parce que là, ils pouvaient savoir où était le défaut et agir, évidemment, correctement. Donc, le George Ellery Hale, qui avait fait la lunette de Yerkes, va très rapidement commander un morceau de verre de 2,5 mètres de diamètre. Il faudra 3 coulées pour l'avoir, et ça va se voir. Vous voyez, il y a des bulles entre les différentes coulées. Son opticien refusera de polir ce truc-là, parce qu'il dit que c'est n'importe quoi. Elle va essayer de recommander un morceau de verre à la firme française qui l'a faite, mais pas de bol, la Première Guerre mondiale éclate, et du coup, la firme française a autre chose à faire. Et finalement, l'opticien va regarder de nouveau le miroir et va se rendre compte que ces bulles renforcent le miroir. Et donc, en fait, c'est une force et pas une faiblesse. Et donc, il va finalement, pendant 5 ans, polir le miroir, enfin le morceau de verre pour en faire un miroir. Et le télescope va arriver, ce sera le premier télescope moderne, toujours, comme vous le voyez, monture équatoriale, avec quelque chose d'ouvert. Sauf qu'il va y avoir un tout petit problème, c'est que c'est l'inertie thermique, en fait. C'est-à-dire que la première fois qu'on va le regarder, ils vont regarder, si je me souviens bien, ils vont regarder Jupiter, et elle va, évidemment, comme c'est lui le patron, il va être le premier à regarder, et il va être tout blanc, et il va refuser de dire quoi que ce soit après avoir observé. Il faut savoir que pendant la journée, ils avaient laissé le dôme ouvert, le soleil était tombé sur le miroir, et ça avait transformé, enfin, je veux dire, le miroir n'avait plus la figure qu'il devait avoir. Ils ont dû attendre toute la nuit, et en fin de nuit, il y avait Saturne, ils ont été le voir, et là, l'image était parfaite. Mais on dit qu'il a du caractère parce que toutes les 2 secondes, dès qu'il y a un changement de température ou quoi, c'est foutu. Le télescope, vous ne pouvez pas le jeter à la poubelle, mais pratiquement. Donc c'est un petit peu compliqué, mais elle veut plus grand. Et donc il va vouloir un télescope de 7,5 mètres de diamètre. Bon, il va devenir raisonnable, il va vouloir après 5 mètres, ce qui est pas mal, hein, mais bon. Et il sait qu'il ne peut pas faire simplement une homothétie. Okay, donc il va falloir changer. Il va trouver des sous à la Fondation Rockefeller, remarquez la date, 1928, hein, tout juste. Et son problème va être de trouver un miroir dans un matériau qui ne change pas beaucoup avec la température. Le quartz fondu, c'est magnifique, mais le quartz fondu à l'époque, c'est une technique très compliquée. Et donc pendant des années, on va faire des essais, et puis finalement, il va être raisonnable, il va faire appel à une firme qu'on connaît, c'est le Pyrex, la firme qui fait le Pyrex. Corning, hein, parce que le Pyrex, il n'est pas aussi bon que le quartz fondu, mais vous pouvez prendre votre plat en Pyrex du frigo et le mettre dans le four, et il n'y a pas de problème, il ne va pas éclater. Et donc, ils vont créer un moule avec des trous ici, enfin, vous venez verser, donc le miroir aura des trous. Ce moule-là, c'est quelque chose que Lord Rosse, en fait, avait imaginé. Et ils vont le remplir le dimanche, parce qu'évidemment, dans la semaine, on fait des plats en Pyrex, hein. Donc on ne peut faire des télescopes que le week-end. Donc pendant un dimanche, on va venir avec des louches remplir ce moule qui va refroidir pendant 6 mois. Et puis après, évidemment, il faudra le polir, ce qui prendra encore un certain nombre d'années. Magnifique petit miroir, hein, très bon, qu'il va falloir évidemment installer quelque part. Yerkes est pas très loin de là où habite Hale. Hale habite à Chicago, Yerkes c'est vraiment à côté, quoi, c'est dans l'état d'à côté. Hale avait peur des montagnes. Mais il va bien falloir se rendre compte à l'évidence, avec l'expérience notamment de Lick, que les montagnes sont bonnes pour des observatoires. Et donc il va trouver un site, qui est le mont Wilson, sur lequel il va installer ce télescope. Il n'y a pas de route à l'époque, hein, donc il faut un petit peu s'arranger. Il amène tout avec des mules. Et ils vont aussi devoir trouver une manière de soutenir ce télescope. Et pour ça, ils vont trouver une solution originale qui ne se déforme pas sous la gravité. Et pour vous donner une idée, voilà le fameux tube et voilà les gens. Hein. Vous voyez la taille des gens par rapport au tube. On est dans du grand, d'accord ? Du très grand. Et voilà le truc terminé. Ce machin-là, c'est juste cette petite partie ici. Le reste, c'est la monture qui permet de travailler en équatorial. Gros problème, après avoir eu le miroir, après avoir commencé tout ça,
on est en 40. Et donc, on va utiliser notamment tout l'atelier optique californien pour faire des lentilles de char et des lentilles pour les avions. Donc on oublie complètement tout ce qui s'était passé évidemment auparavant, et de temps en temps Ritchey ressort un peu le miroir et fait une petite correction, mais ça ne sera prêt finalement qu'en 1948, et il est mort 10 ans plus tôt, mais ça s'appellera quand même le télescope Hale, c'est quand même lui qui l'a fait. Alors je vais terminer rapidement avec, je vais dire, les 100 dernières années. Les 100 dernières années, c'est qu'on a fait des améliorations sur un certain nombre de niveaux. Donc il faut pouvoir suivre le ciel. Alors il y en a un qui l'a fait à la main, c'est Nasmyth. C'était quand même un cas, hein, parce qu'arriver à tourner 3 volants pratiquement en même temps pour pouvoir suivre le ciel, c'était un petit peu compliqué. Mais aujourd'hui, on a les ordinateurs, et donc à partir du moment où on a eu les ordinateurs, on fait ça de manière automatique, 3 rotations contrôlées, sans trop de problèmes. Donc à partir du moment où on a les ordinateurs, les ALTAS ne posent aucun problème. Les ALTAS ont aussi une autre propriété, c'est qu'ils sont beaucoup plus compacts. Et donc vous faites un petit dôme, plutôt qu'un magnifique dôme bien joli, bien rond, mais qui a la taille du Panthéon typiquement, que ce soit pour Yerkes ou pour le mont Palomar, le fameux 5 mètres de Hale. Ce sont des zones gigantesques où il y a plein d'air, et donc ça fait plein de turbulences, et ça ennuie vos images. Donc vous passez à des bâtiments qui sont peut-être moins beaux, qui ont plein de trous, mais qui permettent de faire passer l'air. Et comme ça, vous pouvez avoir une résolution qui est bien meilleure. Je précise au passage que la première monture ALTAS moderne a toujours eu un dôme classique, ce qui a été un des problèmes, ce n'est pas le seul. Et donc le 6 mètres russe n'a jamais eu l'impact qu'a eu le 5 mètres du mont Palomar à cause justement de ses défauts techniques. Bon, vous remplacez la photo par un CCD, en fait, vous gagnez à peu près un facteur 5. Donc ça veut dire qu'au niveau taille, il n'y avait pas besoin d'agrandir le télescope. Vous preniez les télescopes que vous aviez, vous remplacez les photographies par CCD, et tout de suite, vous aviez un meilleur télescope. Sauf qu'une fois que tout le monde était équipé de détecteurs à semi-conducteurs, pour faire mieux, il fallait de nouveau grandir. Donc c'est comme ça que, dans les années 90, on a commencé de nouveau à agrandir les télescopes, avec un arrangement de type casse-grain amélioré, hein, et avec toujours le problème d'avoir un miroir ultra léger. Pour ça, même solution que pour Hale, sauf que si vous vous souvenez du moule de tout à l'heure, il y avait beaucoup de trous. Ici, les trous deviennent extrêmement fins, mais c'est une méthode possible, hein. Donc ici, vous voyez, on met les morceaux de quartz, puis on chauffe dans un four et on tourne. Pourquoi est-ce qu'on tourne? Parce que comme ça, le liquide prend directement la forme d'une parabole et on doit beaucoup moins travailler en fait le miroir, c'est beaucoup plus facile. Autre solution, vous faites des... oui, ça c'est un exemple, hein, simplement. Une autre solution, c'est de faire des petits morceaux. C'est difficile de faire des grands morceaux, c'est pas grave, on fait des petits qu'on met les uns à côté des autres. Mais il faut être sûr que l'ensemble forme une forme parfaite. Et ça, pour ça, le premier, évidemment, qui y a pensé, c'est un Italien, Andrea Arturo, dans les années 50, mais le problème, c'était qu'il n'avait pas les ordinateurs pour le guider. Il a fallu attendre les ordinateurs pour faire ce qu'on appelle de l'optique active, pour pouvoir ajuster tout en continu, ou presque en continu, les segments les uns par rapport aux autres. Une optique active simple, parce qu'il y a une optique active compliquée. Ça, c'est la solution européenne. C'est de faire un télescope de 8 mètres de diamètre, mais de 10 cm, 10 à 15 cm d'épaisseur. C'est l'équivalent d'une grosse lentille, une grosse lentille de contact. D'accord ? Ce qui veut dire que votre miroir se déforme. Et donc vous devez mettre derrière, en fait, des systèmes de vérins et corriger en permanence la forme du miroir. Donc ça, c'est l'optique active classique. Ça marche très bien et c'est pas beau. Hein, soyons clairs. C'est absolument horrible, hein, vous avez des petits vérins partout, mais ça permet de garder le miroir en forme parfaite. Ne pas confondre optique active avec optique adaptative. L'optique adaptative, c'est corriger l'atmosphère. Parce que l'atmosphère, c'est chiant, c'est turbulent, ça vous fait des trucs un petit peu qui sont partout, même dans des très bons sites.
Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un petit point, ce que vous devriez avoir avec votre optique, en fait, vos images sont tout aussi mauvaises que celles de Galilée. Même si vous avez un télescope de 8 mètres et que Galilée avait une lentille de moins de 10 cm. Ce que vous devez faire, et c'est la seule solution, c'est d'utiliser un miroir qui soit déformé comme votre lumière pour pouvoir avoir une lumière, des plans lumineux parfaits. Et ça marche. Voilà comment la lumière arrive sur le télescope et voilà ce qu'on en fait après le miroir déformant. Simplement, votre miroir déformant, vous devez le déformer jusqu'à 1000 fois par seconde. Donc c'est un miroir qui vibre extrêmement vite. On ne fait pas ça avec le grand miroir de base, on fait ça avec un miroir supérieur, mais ça donne de bons résultats. Vous voyez ici Neptune, avec ou sans optique adaptative. Donc on peut arriver à faire de très bonnes choses, à corriger la turbulence de l'atmosphère. Précisons que de toutes les solutions que je vous ai montrées, c'est la deuxième solution, les miroirs en segments, petits morceaux, vers lequel on va, c'est-à-dire les prochains télescopes de 30 et de 40 mètres seront faits avec des morceaux de miroirs qui seront mis ensemble. Évidemment, la turbulence de l'atmosphère, il y a une solution simple aussi pour s'en échapper, c'est tout simplement d'aller au-dessus. Plus d'atmosphère, plus de turbulence, plus de problèmes, enfin plus ou moins. Donc voilà, si vous allez dans l'espace, tout va bien, vous n'avez plus de turbulence, vos télescopes n'auront pas ce problème-là. Les télescopes pourront d'ailleurs avoir accès à toutes les lumières et plus seulement à la lumière visible et au rayonnement radio. Vous pouvez travailler au-dessus de l'atmosphère en rayon X ou en rayon gamma sans problème. Il va juste falloir changer un petit peu vos télescopes qui sont, comment dire, un petit peu différents. Quand vous devez travailler, par exemple, dans les rayons X, les miroirs sont des tonneaux. C'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc on a évidemment des techniques différentes, mais on utilise toujours des miroirs et on essaie de les faire les plus grands possibles. C'est un peu l'idée, c'est d'essayer d'avoir les télescopes qui nous donnent la meilleure solution, et donc le plus grand, le plus précis. Précisons quand même que par exemple le James Webb est un télescope de 6 mètres de diamètre. Je vous ai dit qu'on avait des télescopes de 8 mètres, qu'on est en train de faire des 30 mètres au sol, mais dans l'espace, on n'est pas encore à faire des 30 mètres. On est péniblement arrivé aux 6 mètres et c'était déjà hyper compliqué. Voilà, voilà. Moi, j'ai fini pour cette partie ici, qui a été faite en 4e vitesse. Voilà. Je voudrais amener une question un peu philosophique à partir de tout ce qui a été dit et vous faire remarquer deux, trois petites choses. Et je vais partir d'un truc, l'exposé était vraiment bien parce que tout ce que je voulais, tout ce que j'aurais aimé y voir y était, donc ça m'aide beaucoup. En fait, le premier truc, je pense qu'il faut remarquer, parce que bon, là, je vais essayer de vous parler de philosophie et de philosophie des sciences, et vous demander peut-être ce qu'on peut trouver comme question de philosophie des sciences dans la notion de télescope et dans l'histoire de l'évolution, parce que si vous êtes un peu familier des questions philosophiques qui touchent à la physique, vous avez certainement entendu parler de trucs à propos de mécanique quantique et des choses comme ça, où c'est réputé que la théorie est extrêmement compliquée, qu'on ne comprend pas vraiment ce qu'elle dit, qu'on ne sait pas comment l'interpréter. Donc ça, c'est assez clair. Par contre, ici, vous dites peut-être que finalement, on a vu qu'il y a une évolution technologique qui est incroyable, mais des procédés physiques qui sont finalement toujours un peu les mêmes et qui sont bien connus depuis le temps, puisque en gros, tout ça, c'est de l'optique. Et donc, est-ce qu'il y a quand même des questions philosophiques là derrière ? Je vais essayer d'en soulever une qui, vous allez voir, est plus générale que simplement celle des télescopes. Donc en fait, je vous le disais, l'évolution est principalement technologique, basée sur des phénomènes physiques qu'on connaît assez bien, mais vous avez vu que cette idée est arrivée que les télescopes pouvaient être conçus vraiment comme quelque chose qui est un œil amélioré en quelque sorte. Et ça, en fait, ce n'est pas une idée qui est immédiate. Aujourd'hui, ça nous semble évident de concevoir tous ces objets-là vraiment comme des yeux améliorés parce qu'on comprend les phénomènes physiques qu'il y a derrière, justement. On connaît l'optique, on connaît le fonctionnement des lentilles et des miroirs, on connaît le fonctionnement de l'œil, et donc l'analogie semble aller de soi. En réalité, dans l'histoire, ce n'était pas si évident que ça, et les premiers qui ont été confrontés à ce genre d'instrument se disaient qu'il était tout à fait possible que quand on met un intermédiaire entre l'œil humain, qui était vraiment l'observateur de base, et ce qu'on souhaitait observer, qu'en fait, ça allait introduire tout un tas de problèmes et que ces mesures-là allaient être beaucoup moins crédibles que celles qu'on faisait à l'œil nu.
Et à ce niveau-là, le fait que les lentilles n'étaient pas très bonnes posait véritablement un problème. Parce que si vous utilisiez des lentilles qui étaient un petit peu moins bonnes, si vous ne diaphragmez pas les bords et donc vous ne les cachez pas, vous risquez d'avoir des images qui sont pourries. Et donc vous avez un certain nombre de gars qui ont regardé, qui ont vu des images pourries, qui se sont dit « Ouais, mais les gars là, Galilée, Ariot, tout ça, ils racontent des conneries, quoi. Moi, quand je regarde, c'est pas ça que je vois, quoi. » Et donc cette question-là a véritablement posé un problème, en tout cas au XVIIe, au début du XVIIe. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça semble beaucoup plus naturel de parler de ces objets-là comme simplement des objets qui améliorent notre vision parce qu'ils sont plus précis, qui voient plus loin, qui voient, c'est encore la slide qui est là, qui voit dans une gamme de fréquences qui est plus large que celle de la lumière visible. Et donc vraiment, on peut parler d'un œil amélioré. Qu'est-ce qui a changé entre ces deux visions-là ? C'est ce que je vous disais, c'est qu'on comprend beaucoup mieux les mécanismes physiques qu'il y a derrière et qui permettent de justifier cette analogie-là. Et ça, en fait, ça a l'air de rien comme observation, mais c'est la racine d'un problème extrêmement important en philosophie des sciences, et c'est ça que je vais essayer de vous faire sentir. En fait, cette idée-là, qu'est-ce qu'elle amène ? C'est que quand vous observez quelque chose, si vous voulez savoir vraiment ce que vous observez et comprendre ce que vous êtes en train d'observer, vous devez déjà avoir des préconceptions sur les mécanismes qui sont en jeu et qui produisent ce que vous êtes en train d'observer. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une idée de l'optique et de comment ça fonctionne, comment voulez-vous vous assurer que ce que vous observez, c'est effectivement ce que vous voulez observer ? Et donc, comment vous voulez tirer des conclusions des observations que vous faites ? C'est justement ce qui se posait comme question au premier qui doutait de l'utilité des lunettes astronomiques. Et un truc amusant à ce niveau-là, c'est justement au XVIIe, ils ont cru, à partir du moment où ils étaient plus ou moins convaincus que les lunettes fonctionnaient, ils ont cru que la taille des étoiles qu'ils voyaient dans la lunette était la taille réelle, c'est-à-dire qu'ils avaient résolu les étoiles. Et donc ils ont essayé d'en tirer la distance des étoiles. Et ils sont arrivés évidemment avec des étoiles qui étaient beaucoup plus près, mais qui étaient quand même plus loin que ce qu'ils ne pensaient au départ, puisque dans le monde clos du médiéval, la dernière sphère, elle est juste après Saturne, donc elle est très près. Là, les étoiles sont pas loin, et là, vous aviez des étoiles qui sont très loin. Et alors, gros problème, évidemment, c'est que si elles sont à cette distance-là, si on compare par rapport à la taille du Soleil qu'on connaissait à peu près, on se retrouve avec des étoiles qui sont énormes. Et donc, ils ont eu un très gros problème philosophique avec toute une discussion sur la taille des étoiles, parce qu'ils avaient, justement, comme les principes optiques n'étaient pas encore acquis, ils avaient énormément de problèmes sur les conséquences que ça pouvait avoir sur leur vision de l'univers. Et du coup, ça amène à un problème, peut-être que vous le voyez venir, mais qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus général que... Enfin, ça ne se limite pas aux observations astronomiques. C'est cette idée qu'en fait, dépendant de vos connaissances, vous n'allez pas interpréter de la même manière ce que vous observez. Et ça, en fait, ça attaque une idée qui est un peu un mythe, mais un mythe tenace de notre compréhension des sciences et de notre conception des sciences. Et c'est vraiment ça le truc que je voulais soulever. C'est cette idée, en fait, qu'il existerait des observations complètement pures. C'est-à-dire, c'est cette idée un peu des sciences où on se pose des questions sur la nature et puis on se dit on va aller observer et puis on va chercher de l'information comme ça et par nos observations et nos expériences, on va extraire de l'information de la nature et ça va nous permettre de construire des théories. Je vais encore t'embêter 2 secondes. À ce niveau-là, la différence Ariot-Galilée, elle est assez amusante. C'est que Ariot va dessiner les cartes de la Lune, mais ça ne sera jamais les beaux dessins que Galilée va faire en aquarelle où on voit vraiment le relief des cratères et tout. Et ça vient de leur différence de formation. Galilée a une formation d'artiste. Il a été apprendre la perspective chez les artistes. Son père était musicien. En fait, c'est un pionnier de l'opéra. Et donc, il a fait des études artistiques. Et il connaît la perspective. Et quand il va voir les cratères, il va tout de suite penser à une idée de perspective. Et d'ailleurs, il va essayer de mesurer la hauteur des montagnes sur la Lune en utilisant la longueur de l'ombre. Vraiment appliquer ce qu'il a vu au cours, quelques années auparavant. Et en lien avec cette idée-là, tant qu'on n'a pas de photographie, même si la photographie va être crue comme un truc absolument objectif, ce qu'elle n'est pas. Mais jusque-là, toutes les observations devaient être recueillies par l'œil et dessinées. Et vous aviez des gars qui dessinaient bien et d'autres qui dessinaient moins bien. Et donc, du coup, quelle était l'observation qui était correcte ? Ça devenait compliqué, notamment pour les nébuleuses.
Pour les nébuleuses, certains, comme Herschel, ont essayé, le fils Herschel, John Herschel, ont essayé d'essayer de faire des systèmes pour tendre à l'objectivité dans leurs dessins, mais c'est impossible. C'est impossible de faire un dessin parfait en direct. Et donc, on avait également beaucoup de problèmes avec cette idée. Ils ont vu quelque chose, mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Puisqu'on n'a pas de preuves. Et la seule chose, c'est un dessin, mais le dessin est imparfait. Voilà, désolé. Et donc, donc là, vous sentez peut-être le problème, qui est que dans notre conception de base des sciences, on s'imagine toujours qu'on va cueillir de l'information par nos observations. Mais vous voyez dans tout ce qu'on a dit qu'en même temps, nos observations et l'interprétation de ce qu'on observe est forcément guidée par des préconceptions qu'on a, notamment par les théories scientifiques disponibles à un moment, qui vont guider notre compréhension de ce qu'on observe. Et ça pose un grave problème, c'est qu'on nous dit toujours que le mécanisme par lequel la science fonctionne, c'est qu'on a des théories, puis on a des expériences et qu'on confronte les deux en espérant que les deux aillent dans le même sens, et que quand les deux vont dans le même sens, on se dit c'est bien, on a confirmé notre théorie, elle est solide, et ça devient de la connaissance scientifique. Vous voyez qu'en fait ce mécanisme, il n'est pas valable, en fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que dire qu'on confirme une théorie par des observations, ça ne pourrait marcher que si il y avait ce que je disais, ce mythe de l'observation pure, d'aller cueillir de l'information, ce qui n'est pas le cas. Et ce qui ne va pas s'améliorer avec les intelligences artificielles, puisque vous les nourrissez avec des choses que vous connaissez. Et donc, en gros, vous voyez dans les données ce que vous y avez mis au départ. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on s'en sort? Parce que là, on sème un peu le pessimisme, et vous pourriez vous dire, voilà, alors en fait, ce qui est un mirage, c'est toute connaissance scientifique, vu que on considère qu'on confirme des théories avec des observations, mais qu'on finit par voir que ce qu'on s'attend à voir ou que ce qu'on espère voir, c'est toute l'idée d'obtenir de la connaissance scientifique qui disparaît, et en gros, c'est foutu. Il peut arriver qu'il y ait des gens, y compris des philosophes des sciences, qui cèdent à ce pessimisme, mais je vais quand même essayer de vous d'esquisser un type de réponse qui va un peu changer... qui va nous pousser à changer un peu cette conception des sens. Donc d'un côté, je vous disais, il y avait cette idée d'observation passive qui nous donne une information objective qu'il faut abandonner, visiblement. Et de l'autre côté, il y a le pessimisme total qui dit alors aucune connaissance n'est possible. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? La première objection que vous pourriez me faire, c'est qu'effectivement, cette idée a l'air d'être valable, et puis on voit qu'historiquement, elle a eu du sens, que ces questions-là se sont posées. Mais en même temps, rappelez-vous du début de l'exposé, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de connaissances au départ, ou de connaître déjà la physique ou l'optique, pour remarquer que quand on regarde à travers certains matériaux, ça a l'air de grossir des choses, et puis pour se dire, tiens, alors on peut s'en servir comme loupe. Tout ça a l'air d'être extrêmement pratique et immédiat. Sauf que comment est-ce qu'on arrive de ça à des théories de physique qui parfois sont très abstraites, très mathématisées? Justement, on peut avoir parfois l'impression de perdre un peu le fil, mais je pense qu'il faut revenir à cette idée-là, au départ, de comment cette connaissance commence à se construire. Et donc je vous disais, au début, on observe un petit peu des choses, on remarque que ça a un effet, puis on regarde un peu plus, on se dit, tiens, si on en mettait plusieurs, comment ça fonctionnerait? Et petit à petit, comme ça, il y a une pratique qui se construit, et qui permet de faire de nouvelles observations, de chercher de nouvelles explications. Et donc, je pense que c'est une voie de réponse à ce problème que je vous disais, pour ne pas céder complètement au pessimisme et de se dire qu'alors aucune connaissance n'est possible, c'est de vraiment s'interroger sur la manière dont est construite la connaissance scientifique, sans s'attendre à ce qu'on aille chercher de l'information de manière passive et sans céder à ce mythe de l'observation pure, où on demande de l'information de nous venir et il suffisait d'observer. Et donc cette idée, en fait, elle s'inscrit dans souvent une manière qu'on a de décrire la science, qui est, ce que je vous disais, on a des théories, on a des observations, et on confronte les deux. Et en fait, ce qui semble émerger de ce petit bricolage de plus en plus élaboré dont je vous parlais, c'est qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. Cette séparation entre la théorie et l'observation, et les deux qu'on confronterait en espérant qu'ils aillent dans les deux sens, c'est aussi une espèce de mirage qui nous donne une vision des sciences qui est erronée. Ce qui se passe tient beaucoup plus d'une espèce de ping-pong entre les deux,
où petit à petit, à force d'une pratique, on voit émerger des éléments qui ont l'air de se répéter, donc on essaie de les expliquer, on voit des régularités. En essayant d'expliquer les régularités, on a quelque chose qui ressemble à une théorie qui commence à émerger, qui donne l'idée de faire d'autres observations qui peuvent entrer dans le cadre ou pas, et c'est plutôt comme ça, comme une espèce d'entité dynamique de questions, de réponses et d'aller-retour entre une théorie qui est en train de se construire et des observations qu'il s'agit toujours d'interpréter dans le cadre de nos connaissances, qu'on peut un peu mieux comprendre comment fonctionne la science. Et donc c'est ça vraiment l'idée à laquelle je voulais arriver, c'est qu'en partant de quelque chose qui a l'air assez immédiat, comme prendre une lunette et puis regarder dans le ciel pour voir comment c'est fait, ça a l'air tout à fait évident, c'est basé sur des principes physiques qui ont l'air très connus, et pourtant il y a quand même cette question qui se cache derrière, c'est que en fait, dès qu'on fait des observations et qu'on cherche à expliquer à partir de ces observations-là, il y a un truc beaucoup plus compliqué qui se cache derrière ça, parce que la création de toute cette connaissance scientifique est beaucoup plus compliquée que ce qu'on pouvait croire. En tout cas, qu'on pouvait le croire à première vue. Et ça, à mon avis, et je terminerai là-dessus sur une note un peu positive, je trouve que ça pouvait paraître extrêmement pessimiste au début. Peut-être que vous êtes quand même déçus de vous dire que c'est beaucoup plus compliqué que ça, même si je pense que c'est pas non plus une immense révélation. Mais en fait, on y gagne, j'ai l'impression qu'on y gagne deux fois. C'est-à-dire qu'on a la tête dans les étoiles en se disant il y a cette espèce d'immensité qu'on observe, et on a tous ce sentiment-là parce qu'on est tous sortis un soir pour regarder les étoiles. Mais en fait, si vous réfléchissez à la manière dont toute cette connaissance s'est construite et s'est accumulée, ça a l'air tellement difficile que finalement, on a l'impression d'avoir gagné deux fois. Enfin, en tout cas, moi, j'ai cette impression-là, et j'espère un peu vous l'avoir transmis, c'est que il y a le premier émerveillement de se dire c'est incroyable ce qu'on voit. Et puis il y a le deuxième qui vient tout de suite après, qui est de se dire mais en fait c'est tellement complexe d'essayer de comprendre ce qui se passe que le simple fait de se dire qu'on y arrivait un peu et que c'était tellement dur, à mon avis c'est une deuxième étape de l'émerveillement quand on sort et qu'on regarde. Et donc si vous avez ça en tête et que vous faites un peu de philosophie des sciences et que vous vous demandez vraiment mais comment ça se fait qu'on réussit à connaître des choses, vous gagnez parce que vous serez, quand la prochaine fois que vous irez voir les étoiles, vous ne serez pas émerveillé une fois, mais vous serez émerveillé deux fois. Voilà. Merci.